La vie fixée chez la plante est le résultat de l'évolution. Deuxième vidéo de la partie 3 de la fleur à la colonisation du milieu. Nous allons commencer tout d'abord par nous intéresser du passage de la fleur au fruit. On observe des plantes dites dioïques, c'est-à-dire qu'on a deux individus unisexués. Un individu porte les fleurs mâles et l'autre porte les fleurs femelles. On a donc forcément transport du pollen de la fleur mâle à la fleur femelle, donc d'un individu à un autre. C'est l'exemple du saule. On a des plantes monoïques, c'est-à-dire qu'on a un seul individu qui est bisexué. À ce moment-là, on a deux possibilités. Soit les fleurs mâles et femelles sont séparées, la plante est dite monoïque dicline, elle a donc deux fleurs. C'est le cas par exemple du maïs qui va avoir ses fleurs mâles au sommet dans le panicule et ses fleurs femelles plus bas au niveau de sa tige. Ça va être le cas aussi de beaucoup d'arbres comme le noisetier qui a les chatons mâles qui pendent et sur le même rameau des petites fleurs femelles. Soit les organes mâles et femelles sont regroupés dans une seule fleur, la plante est dite monoïque monocline, donc une seule fleur, ou hermaphrodite, c'est le cas du lys et de la bignonne que nous avons vu dans la vidéo précédente. La fécondation croisée ou allogamie, elle correspond à l'interfécondité entre deux individus distincts. Donc cette notion s'oppose bien à celle d'autogamie, auto soi-même, gamie, gamète, donc on se féconde soi-même, où les gamètes femelles sont fécondées par les gamètes mâles provenant d'un même individu. Une fleur hermaphrodite effectuant une autopollinisation, par exemple, ou alors d'une fleur mâle provenant d'un même plant. Donc les fleurs peuvent être bisexuées, comme on vient de le dire, ou alors la plante est monoïque dicline et elle a donc sur elle-même des fleurs mâles, des fleurs femelles. Alors souvent il y a un dispositif qui autorise seulement la fécondation croisée, parce que si on s'auto-féconde tout le temps, on n'a pas de variabilité génétique et donc parfois moins de chances de survivre dans la nature. Donc ces stratégies sont souvent des stratégies anatomiques. On a un mécanisme qui empêche le passage de certains insectes, par exemple chez la sauge ou les orchidées. On peut avoir des mécanismes temporels, c'est-à-dire que les organes mâles et femelles ne sont pas mûrs au même moment sur la même plante. Et on va avoir des mécanismes génétiques, quel que soit le transport du pollen sur le stigmate des fleurs, la poursuite du processus permettant la fécondation est contrôlée par des phénomènes d'incompatibilité génétique interdisant l'autofécondation. Donc le pollen de la propre fleur se pose sur le stigmate de cette même fleur et ne va pas germer parce qu'il y a des gènes qui empêchent la germination. L'autofécondation, donc c'est la plus simple. Les fleurs sont bisexuées, souvent utilisées. Ça permet de conserver une lignée pure homozygote pour tous les gènes, mais ça supprime toute variabilité. Bien souvent, ces fleurs réalisent leur fécondation alors que les fleurs ne sont pas encore ouvertes. Ça permet d'éviter un mélange avec une fleur voisine. La fécondation par le hasard. Donc le pollen des étamines peut se déposer aussi bien sur le stigmate de la même fleur que sur une autre fleur de la même plante ou d'une fleur d'une autre plante. À ce moment-là, les autofécondations ou fécondations croisées peuvent se réaliser au hasard, par exemple le maïs. Le problème pour le maïs a des conséquences sur l'expérimentateur ou le cultivateur qui veut réaliser souvent préférentiellement des fécondations programmées, donc soit croisées, soit des autofécondations. Donc on va souvent trouver ça dans le génie agricole où on va castrer certains plants de maïs pour empêcher donc la production de pollen d'un plant, pour favoriser la fécondation par une autre variété. Donc on va voir l'histoire d'une fécondation sur une liane qui s'appelle la liane margose. Alors c'est du créole, on la trouve à l'île de la Réunion. Ces photos proviennent du site APOI, adaptation des programmes à l'océan Indien. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller faire un petit tour. Alors c'est un site pour les collégiens, mais il y a de belles photos sur les îles de l'océan Indien et vous pouvez retrouver toutes les notions d'écologie que vous apprenez en métropole sur l'océan Indien. Donc c'est une liane monoïque dicline, c'est-à-dire qu'elle porte des fleurs de type mâle et des fleurs de type femelle. Donc en haut à gauche, la fleur mâle, donc vous voyez bien qu'il y a les pétales et au centre il n'y a que des étamines. À droite, la fleur femelle vue de dessus. En photo C, on voit très bien
que ici, l'ovaire est un fer. Vous voyez cette boule là avec des petits crans vert foncé. À droite, vous avez un gros plan du style qui est couvert de pollen. On voit les petits grains et ces grains de pollen vont germer. Donc il faut enlever votre image que vous avez en tête que le grain de pollen va rentrer à l'intérieur de la fleur pour aller toucher l'ovule. Non, le grain de pollen est un transporteur. On va voir ça justement. Donc quand on fait une coupe transversale d'un ovaire, de la liane margose, on voit à l'intérieur des enveloppes protectrices qui contiennent une cellule reproductrice femelle. Vous avez un gros plan en bas à droite. Les grains de pollen, on peut les mettre à germer. Donc vous avez en haut à gauche les grains de pollen à T0. T, au bout de 10 minutes, on s'aperçoit qu'ils germent. Il y a un petit élément transparent qui sort. T, 30 minutes, on voit qu'il y a quelque chose qui a poussé. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle un tube pollinique. Ce tube pollinique, il va creuser la fleur et va transporter les cellules reproductrices mâles. Donc le grain de pollen va rester en surface et le tube pollinique va rentrer à l'intérieur du style. Donc ces grains de pollen germent. Au bout de 2 heures, on voit qu'on a beaucoup de tubes polliniques et au bout de 24 heures, tous les grains de pollen ont germé. Alors là, on est dans une culture. Les tubes polliniques poussent dans tous les sens. Et il faut savoir que dans une fleur, ils sont attirés par des molécules chimiques produites par les ovules. Donc ils s'orientent. Donc voici en coupe, en schéma fonctionnel, le pistil. On a les grains de pollen qui sont déposés sur le stigmate. Le style va relier le stigmate à l'ovaire. On a l'ovule qui est au centre. Et donc, le tube pollinique a pour but de relier le grain de pollen à l'ovule. Donc, c'est un tube qui va creuser, qui va transporter les cellules reproductrices. Et au final, on a donc une fécondation qui va faire que l'ovaire va donner le fruit charnu et les ovules fécondés vont donner les graines. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle une double fécondation. Ce n'est pas tout à fait au programme, mais c'est toujours intéressant de bien comprendre le mécanisme pour pouvoir l'expliquer simplement. Donc, vous avez une coupe transversale ici dans une anthère. Vous avez donc 2 loges qui sont reliées par un connectif. Et ces loges polliniques vont fabriquer par méiose les grains de pollen. Le stigmate, lui, va recueillir ce grain de pollen. Donc là, vous avez la structure simplifiée d'un appareil reproducteur féminin. Donc le grain de pollen va se poser, il est mature, le tube pollinique va se développer, va creuser dans le style. On a dans le tube pollinique le premier petit point noir, c'est le noyau de cette cellule germinative, cette cellule qui grandit, qui constitue le tube pollinique, et derrière, 2 petits noyaux qui vont se déplacer. Ce tube pollinique va arriver donc jusqu'au niveau de l'ovule. On a donc devant le noyau de la cellule végétative, derrière les 2 entérozoïdes, c'est-à-dire les cellules reproductrices mâles. Alors un ovule, c'est assez compliqué, c'est constitué de plusieurs cellules en fait, et principalement ce qui nous intéresse, c'est le sac embryonnaire. Donc dans le sac embryonnaire, vous avez 7 cellules et 8 noyaux. Alors je vous rassure, ça c'est pas au programme de TS, d'accord? C'est juste pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Parmi toutes ces cellules, donc on a le sac embryonnaire qui nous intéresse, il possède 2 noyaux dans sa cellule centrale et nous avons une oosphère, c'est la cellule reproductrice femelle. Les autres cellules sont des cellules appelées synergides ou antipodes, elles ne nous intéressent pas pour l'instant. Le tégument de l'ovule est important puisqu'il va devenir tégument de la graine. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand le tube pollinique arrive, on a les 2 entérozoïdes. Si on a 2 entérozoïdes, c'est qu'on va avoir 2 fécondations. On a d'abord la fécondation de l'oosphère. Donc on a les entérozoïdes qui se déplacent. Donc voilà, fécondation de l'oosphère, c'est la caryogamie, fécondation de 2 caryonoyaux, gamie, gamètes. Et donc on va voir également la caryogamie du noyau secondaire et d'un noyau mâle. Et ça va nous donner donc 2 fécondations. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un œuf principal qui va donner l'embryon
et un œuf secondaire qu'on appelle l'albumène, un œuf accessoire qui est riche en réserve et qui est donc à 3 N, hein, puisqu'il y avait deux noyaux femelles plus le noyau mâle qui est venu. Et au final, on a donc une graine particulière qui possède en fait deux parties, ce qu'on appelle le germe à 2 N et les cotylédons à 3 N qui sont les réserves. Donc vous avez fait la dissection de la graine de haricot quand vous étiez au collège. Bien souvent on vous présente l'évolution de la pomme quand on est au lycée. On a donc, une fois la fécondation réalisée, les pétales et les sépales qui vont faner, les étamines aussi vont sécher et on a en fait tout le pistil qui se transforme en fruit et donc les graines proviennent uniquement de l'ovule fécondé par les entérozoïdes. Et dans une graine, on a deux parties, on a l'embryon et les réserves nutritives. Donc on a eu deux éléments de formés, c'est pour ça qu'on parle de double fécondation. Donc l'oosphère qui a été fécondée par un entérozoïde qui donne l'embryon et on a donc deux noyaux secondaires qui vont s'associer à un noyau entérozoïde pour former un sac de réserve nutritive. C'est le fameux cotylédon. Donc soit on a une plante à deux cotylédons, soit on a une plante à un seul cotylédon. Ça va être le cas... Ah bah tiens, j'ai oublié, je vous avais mis la formation de la cerise aussi. Voilà, ce que vous appelez la chair. La chair, elle provient de la transformation de l'ovaire. Et voilà, de la fleur au fruit, donc le pistil devient fruit, l'ovule devient graine. Pétales, sépales et pédoncules vont faner. Les étamines portant le pollen, en général, elles fanent et elles tombent. Donc voilà, j'en arrive aux structures des graines de plantes monocotylédones, c'est-à-dire un seul cotylédon, c'est l'exemple du grain de blé, du grain de maïs. Vous avez toujours deux parties, le germe et l'albumène. Donc ici, le fruit du maïs, comme toutes les graminées, c'est un caryops. En fait, c'est un fruit à péricarpe sec, non déhiscent, c'est-à-dire qu'il ne se fend pas, contenant une seule graine. Donc en fait, ici, le péricarpe du fruit, il est sec, il n'est pas charnu, il n'est pas juteux, plein de sucre. C'est pour ça que quand vous croquez un grain de maïs, ça n'a pas de goût. Vous préférez croquer une pomme parce que le péricarpe, il est juteux, il est riche en sucre. C'est pour ça qu'on le mange d'ailleurs. Là, le péricarpe, il est sec. Donc il va être collé directement à la graine. Donc si vous voulez, le fruit se confond à la graine ici. Alors que dans une pomme, le fruit ne se confond pas à la graine. Les graines, ce sont les pépins à l'intérieur. D'accord? Donc ici, le caryops va se comporter comme une graine. Donc c'est tout le caryops qui va devoir se fendre et en fait ici il ne peut pas se fendre. Donc on a une énorme réserve de graines à l'intérieur, une réserve d'énergie qu'on a mis en évidence par du lugol qui est spécifique de l'amidon. Donc vous voyez bien qu'on a deux parties, une partie réserve amidon et une partie germe. Donc si on mange le maïs, c'est parce que c'est riche en amidon, ça nous intéresse. Donc je vous rassure, hein, tout ça c'est pas vraiment au programme, mais c'est plus pour compléter vos connaissances personnelles. Donc la dissémination du pollen, alors ça par contre c'est bien au programme de TS. On a le pollen qui est disséminé par zoogamie, animaux, d'accord. Donc vous avez le pollen de courge, le pollen d'hibiscus. Comment est-ce qu'on sait qu'ils sont transportés par des animaux? Tout simplement parce qu'ils ont des petits crochets pour s'accrocher, ok. Ensuite, là vous avez une belle photo d'un pollen de belle de nuit qui est entomogame. Donc on peut distinguer dans la zoogamie l'entomogamie. Entomo, ce sont les insectes. Donc ici on a du pollen transporté par un bourdon. On peut avoir le transport dans la zoogamie par les oiseaux, par les mammifères. Donc mammifères, n'oubliez pas, chauve-souris c'est un mammifère, hein. Même si ça vole, ça a des poils, ça met bas, ça allait de ses petits. La spécificité de la fleur d'Anigosanthos, alors je l'aime bien celle-là, elle est fécondée uniquement par un petit colibri à long bec, elle se trouve en Australie. La particularité c'est la disposition des pétales qui sont soudés et la disposition des étamines, regardez-les, comment elles sont disposées.
Alors, ce colibri, s'il vient, c'est parce qu'à la base des pétales, il y a des glandes nectarifères qui produisent du nectar, c'est-à-dire de l'eau sucrée qui va attirer donc un pollinisateur. Et avec son grand bec, le colibri va rentrer sous la fleur et en fait, les étamines vont frotter le haut de la tête du colibri. Et donc, en passant d'une fleur à une autre, comme le pistil également se trouve au milieu des étamines, il est un petit peu plus long, on le voit, le long filet vert, et ben le colibri va déposer du pollen d'une fleur à l'autre. On a ensuite les pollens anémogames, c'est-à-dire transportés par le vent. Alors classique en TS, le pin sylvestre avec ses deux petits ballonnets remplis d'air pour s'envoler. Donc vous avez une photographie en bas où vous avez tous les grains de pollen qui s'envolent, ça fait comme un nuage de poussière. Les graminées également, c'est pour ça qu'elles sont très allergènes en fait. La saison du printemps, vous avez ceux qui ont des rhinites allergiques, ben, c'est à cause de ces petits grains de pollen de graminées qui sont très fins, très légers, transportés par le vent qui rentrent dans votre nez et qui vous déclenchent des allergies. Maintenant, on s'intéresse à la dissémination des fruits et à la colonisation des milieux. Si les fruits ne sont pas disséminés, ça ne sert à rien de les avoir fabriqués. S'ils tombent tous au pied de la plante, les fruits, déjà, il y a certaines plantes qui vont libérer dans le sol des produits qui vont empêcher leurs propres graines de germer, parce qu'elles veulent garder le territoire pour elles. Donc il faut que les fruits soient transportés loin pour coloniser les milieux. On a la zoochorie, donc transport par les animaux. Vous avez ici la bardane sauvage. Donc quand elle sèche, on a plein de crochets qui font qu'elle s'accroche ici à la crinière d'un âne, ou ça peut s'accrocher sur les chiens, bref, sur tout animal à poil qui passe, ça s'accroche. On a également le transport par voie digestive, les pipistrelles qui se nourrissent souvent de fruits par les oiseaux. Donc on est bien d'accord, ils ne mangent pas les graines. S'ils mangeaient la graine, il n'y aurait pas de dissémination. Ils vont avaler la chair du fruit qui est sucré. La graine va ne faire que traverser l'appareil digestif, ressortir de l'autre côté. Et à ce moment-là, elle va germer. On a l'anémochorie, donc transportée par le vent. Ici, une aigrette de pissenlit. Donc vous avez la graine de pissenlit avec son petit parachute qu'on appelle une aigrette. On a aussi les graines d'érable, que vous utilisez souvent quand elles sont vertes, pas encore sèches, pour faire les cornes de rhinocéros. Vous n'avez jamais fait ça là? Fendre une graine d'érable, la coincer sur votre nez pour faire une corne de rhinocéros. Les graines de peuplier, les graines de sapin qui sont des graines ailées. L'hydrochorie, transport par l'eau. Alors la noix de coco, typiquement, les cocotiers, on les trouve souvent sur les plages. Pourquoi? Parce qu'en fait, les noix de coco flottent et viennent s'échouer sur une plage et germer sur une plage. Et on a la propulsion par réaction, comme le concombre sauvage, qui se gorge d'eau et à force d'être rempli d'eau, il est sous pression, il va finir par éclater et propulser ses graines. Je vous invite à regarder 2 vidéos sur YouTube, si elles y sont encore, La force cachée des plantes, partie 1 et partie 2.